de colline de brûlé, mal dans le cul, mal à la tête. Hostie de colline de tabarnak de Christ. Hostie de chien. Hostie que je tenais. Hostie que je tenais, tabarnak. Presents qui reste à faire. En gros, je vais vous présenter deux hypothèses de mon cru sur les chats. Deux hypothèses pour lesquelles peu de données scientifiques sont disponibles, mais qui devraient quand même avoir le mérite de nous faire réfléchir sur ce qu'est véritablement qu'un chat. Parce qu'au final, un chat, c'est quoi? Un chat, si on en croit notre propre expérience, qui est de surfer sur Internet, un chat, c'est soit quelque chose de totalement mignon, soit quelque chose de complètement con, soit quelque chose de profondément chiant. Mais à bien y regarder, les chats sont aussi de fantastiques prétextes pour disséquer les mécanismes de l'évolution, et notamment ceux qui se mettent en place lors de la domestication d'une espèce. Parce que, alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la domestication d'une espèce, c'est en gros ce qu'il se passe, grosso modo, avec de l'évolution normale, sauf que ce n'est pas la nature qui est aux commandes, c'est les humains. Bon, alors, quand les humains sont aux commandes, généralement, ça peut donner des trucs assez chelous, comme par exemple, évidence number one, le chihuahua. Alors, pour comprendre un tout petit peu, il faut savoir, en faisant un résumé, mais vraiment drastique, un tout petit peu simpliste, l'évolution, ça tourne autour de trois concepts. La variation, la transmission et la sélection. En gros, on part de variations entre individus, variations qui sont transmises aux générations suivantes, suivant les lois de l'hérédité. Si hérédité il y a, c'est-à-dire si l'individu survit et s'il arrive à se reproduire. En gros, s'il est réussi à passer à travers le timing de la sélection naturelle ou la sélection artificielle. Par contre, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ce qui se transmet héréditairement de génération en génération, ce ne sont pas que des variations. Tout ne change pas quand on se reproduit et soudainement deux chats ne vont pas donner du poireau. Généralement, ce qui se passe, c'est qu'on obtient un chat qui ressemble à ses parents. Et d'ailleurs, l'essentiel des caractéristiques de ce chat, ce sont des caractéristiques qui sont restées à l'état ancestral. Et malgré la succession des générations, en fait, ce qui se passe, c'est qu'une partie de ces caractéristiques peuvent rester totalement inaltérées et vont révéler le passé des espèces, donc notamment le passé des chats. Ça, des caractères ancestraux, il peut s'agir de caractéristiques morphologiques, mais aussi des caractéristiques comportementales, et là on parlera d'instincts ancestraux. Ce qui m'amène à ma première magnifique hypothèse: les chats domestiques ont conservé des capacités ancestrales de mimétisme agressif. C'est tout aussi capillotracté qu'indiscutable. En fait, ce que j'essaie de dire derrière cette hypothèse, c'est que je pars d'une observation très simple et j'essaie de l'expliquer. Qu'est-ce que c'est que ce couinement? C'est complètement con, on est bien
caudale, l'extrémité de leur queue. Alors, je conçois que mon hypothèse, elle est un tout petit peu saugrenue, des chats qui imitent des oiseaux. Et heureusement, il existe d'autres hypothèses. Le comportement qu'on a vu tout à l'heure de petit couinement, ça pourrait être tout simplement une réponse à un pic d'adrénaline, ça pourrait être une vocalisation de la frustration, ou bien ça pourrait être encore tout simplement une anticipation de la capture. Cependant, il existe deux récentes études qui me font penser que mon hypothèse n'est pas totalement son fondement. La première étude, c'est Viviane de Syllabus qui nous en parlait dans une de ses vidéos et qui révélait que les chats sont capables, lorsqu'ils veulent solliciter leur maître, d'intégrer à l'intérieur de leur ronronnement des composantes aiguës qui correspondent pile poil à l'intervalle de fréquence du cri d'un bébé humain. On va entendre ça. On va entendre ça, s'il vous plaît. Ça, c'est un ronronnement normal. Vous entendez le... C'est chiant, hein. Voilà, donc en fait, on s'est aperçu que ce ronronnement spécial, c'est particulièrement efficace pour attirer l'attention de leur maître. C'est vraiment génial comme manipulation. Cette deuxième étude a étudié un comportement de mimétisme agressif chez d'autres espèces de félidés. Et c'est une équipe brésilienne notamment qui a observé que chez les marguets, un petit félin amazonien qu'on peut voir ici, on a observé une imitation du tamarin bicolore afin que ceux-ci se présentent près du sol pour être plus facilement attaqués. Et interrogés, les populations locales ont même affirmé avoir déjà assisté à de tels comportements de mimétisme agressif chez d'autres espèces comme le puma, le jaguar ou l'oslo. Alors, si cette capacité d'imitation est déjà présente chez le chat domestique, et si on est capable quand même de voir déjà du mimétisme agressif chez le marguet et chez d'autres félidés, est-ce que ça ne pourrait pas vouloir dire que le couinement ridicule des chats est en fait un vestige, un comportement ancestral de leur passé de chasseurs-imitateurs? Alors, on est entre scientifiques, là, on ne devrait pas s'arrêter là. Normalement, on devrait aller un tout petit peu plus loin, essayer de tester nos hypothèses, mais comme on m'a annoncé que j'avais que 15 minutes et que c'est un petit peu short pour pondre une thèse, on va passer directement à ma deuxième hypothèse. La présentation anale est un caractère néoténique destiné à l'amélioration du microbiome des chats. On va décomposer, hein, je vous rassure. On va d'abord comprendre qu'on doit quitter le concept tout simplement de caractéristiques ancestrales pour s'intéresser dans cette deuxième hypothèse aux caractéristiques qui changent au cours de l'évolution. Et là, notamment, qui changent au cours de la domestication des chats. Et en fait, ce qui arrive, c'est que lors de la domestication, la plupart des caractéristiques qui changent, généralement empruntent le mécanisme de la néoténie. Alors la néoténie, qu'est-ce que c'est? C'est une forme particulière de l'hétérochronisme, qui est un ralentissement ou l'absence d'acquisition de caractéristiques adultes chez une espèce. Ça veut dire que cette espèce conserve des caractéristiques à l'état larvaire ou juvénile. Ça peut être des caractéristiques morphologiques, comme on peut le voir par exemple chez l'axolotl, c'est cette magnifique bestiole qui ne se métamorphose pas pour se reproduire. Ça veut dire que donc elle va conserver des caractéristiques morphologiques larvaires, comme par exemple ces magnifiques petites branchies qui n'apparaissent pas normalement chez les salamandres adultes. On ne dirait pas comme ça, mais je suis très viril. Et puis d'autres biologistes ont déjà pensé que certaines caractéristiques humaines pouvaient relever de la néoténie. C'est par exemple le zoologiste Adolphe Neff qui en 1926 avait vu un parallèle par exemple entre la morphologie des humains et celle des chimpanzés juvéniles. Alors, je sais plus ce que je voulais dire. Oui, le fameux, la plus grande expérience qui a prouvé le rôle de la néoténie dans la domestication, ce sont les fameux renards de Dmitri Belyaev, qui a fait une expérience de domestication de renards sauvages de Sibérie. Dmitri Belyaev, un célèbre biologiste russe. Et ce qu'il a réalisé, en fait, ce célèbre biologiste russe, c'est qu'il est parti d'une population sauvage de renards qu'il a domestiqué en moins de 35 générations. Et le seul critère de sélection qu'il utilisait pour choisir quels sont les renards qui allaient se reproduire entre eux, c'était s'ils n'étaient pas agressifs. L'absence d'agressivité. Eh bien,
population de renards non agressifs, mais qui présentait tout un panel de caractéristiques juvéniles, comme par exemple des oreilles tombantes, une queue courte et relevée, etc., etc. Bref, tous les ingrédients en fait nécessaires pour faire un renard kawaii. Alors, ce qui est intéressant dans cette expérience, c'est que c'est très très facile de voir les caractéristiques néoténiques. On les voit parce que tout simplement on a documenté la transformation de renard sauvage à renard domestiqué. Mais on a vu l'évolution en train de se réaliser. Mais quand on doit caractériser des compétences néoténiques chez d'autres espèces et qu'on n'a pas fait ce genre d'expérience, c'est beaucoup plus ardu. Et c'est pas ça qui a empêché de trouver énormément d'hypothèses de comportements néoténiques chez les chats. Par exemple, premier exemple de comportement néoténique supposé chez les chats, est-ce que vous saviez que avec les chats, on peut les désactiver en leur pinçant le cou? Voilà, vous mettez une pince sur le cou d'un chat, là vous avez un chat désactivé. Donc c'est plutôt pratique, hein. Ça s'appelle la clipnose et certains voient derrière ce comportement en fait un comportement néoténique, c'est-à-dire le prolongement d'une caractéristique juvénile, puisque si vous vous rappelez bien un peu du comportement des chats, la mère chat va brimballer sa marmaille qui ne peut pas se déplacer toute seule en les prenant avec la bouche, en leur pinçant le cou, et le chaton réagit immédiatement face à cet influx, à ce pinçage du cou, en se recroquevillant la queue entre les jambes. Alors, ça c'est bien, ça pourrait être un comportement néoténique et on observerait la même chose chez les chats adultes. Cependant, il y a des informations conflictuelles avec cette interprétation. Par exemple, vous faites la même chose sur le chat, mais vous ne visez pas le cou, vous visez partout ailleurs, ça marche quand même. Donc on est capable de faire de la clipnose simplement en mettant des pinces sur le dos. Ça doit être un petit problème. D'autre part, la clipnose marche chez d'autres mammifères légèrement plus gros, comme par exemple une vache. Et alors là, la maman vache ne transporte pas les veaux comme ceci. Et d'autre part, ce comportement-là, il est exploité lors des relations sexuelles par les chats domestiques et d'autres félidés, comme par exemple les lions. Donc ce qui laisse supposer qu'il y a quelque chose d'un peu plus compliqué que la simple explication néoténique pour comprendre la clipnose. Autre exemple, le patounage des chats. Donc, tous les propriétaires de chats savent ce que c'est que le patounage de chat, enfin voyons. Le patounage des chats, c'est tout simplement les chats qui, sur n'importe quelle surface, vont en ronronnant patouner, c'est-à-dire faire des mouvements successifs avec leurs pattes avant pour, nous on comprend, parce qu'ils sont contents en fait. Ils vont faire ça sur les canapés, ils vont faire ça sur les couettes, ils vont faire ça sur les genoux, qui vont profiter pour massacrer avec leurs griffes. Bref, le patounage des chats, est-ce que ça pourrait être un comportement néoténique? Certains voient un comportement néoténique parce que les chatons utilisent de tels mouvements quand ils sollicitent la montée de lait de leur mère. Donc en effet, là on voit un comportement qui est présent chez le juvénile et qui devrait se prolonger chez l'adulte, sauf que c'est pas associé à des tétons, c'est juste associé à un adulte. Mais il y a d'autres hypothèses alternatives qui permettent d'expliquer ce comportement. Par exemple, les chats sauvages peuvent présenter un tel comportement lorsqu'ils préparent leur litière, lorsqu'ils préparent leur terrain pour pouvoir s'endormir, notamment en aplatissant les feuilles sur lesquelles ils vont s'endormir. Autre comportement qui pourrait expliquer cela, en fait, les coussinets avant, des pattes avant des chats domestiques sont bardés de glandes à phéromones. Donc au lieu de solliciter la montée de lait, en fait, le chat est simplement en train de marquer son territoire. Et d'ailleurs, autre fait marquant, il n'y a pas que les chats domestiques qui patounent, les lions patounent aussi. Donc ça jette encore un tout petit peu d'ambiguïté sur l'interprétation de ce comportement comme un comportement néoténique au moment de la domestication des chats domestiques. Du coup, vu que tout le monde se met à mettre des hypothèses de néoténie, etc., moi je choisis de mettre la mienne, il n'y a pas de raison. Donc je mets la présentation anale. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, j'essaie d'expliquer un comportement que mon chat fait souvent. Pourquoi me présente-t-il si fièrement son anus? Alors, en quoi moi j'ai trouvé un lien avec un comportement néoténique? Attention, là on va mettre de côté le côté kawaii, parce que tout n'est pas mignon dans le chaton. Sachant que les chatons réalisent une présentation anale face à leur mère. Pourquoi? Pour stimuler la défécation, parce que la mère va lécher l'anus du chaton, pour stimuler la défécation, ou bien pour nettoyer l'anus juste après la défécation. Donc, si on suit ma logique,
et que c'est un comportement néoténique, et que notre chat adulte nous présente son anus, quel est le message qu'il essaye de nous faire passer? Lèche-moi l'anus. Vous voulez des hypothèses alternatives, je sens que vous voulez des hypothèses alternatives. Bah, bien sûr, il y en a, ne vous inquiétez pas. Ça peut être tout simplement une sollicitation pour une relation sexuelle. Ou bien, bon, si il y a aussi le fait que l'anus est bardé de glandes à phéromones, et donc tout simplement, on est en train de se reconnaître entre copains. Il nous invite à nous faire un give me five, sauf que chez les chats, c'est renifle-moi le fion. C'est pareil, finalement. Donc, là, on a compris pourquoi c'était un comportement néoténique, mais j'ai laissé une autre partie de mon hypothèse, parce que, en fait, mon imagination scatologique n'a pas de limite. Parce que moi, quand mon chat me présente son anus, je ne m'arrête pas juste à trouver une hypothèse néoténique. Je pense à une vidéo qui m'a un tout petit peu choqué, que je vous présente tout de suite, de cet éléphanto qui va goûter le contenu rectal de sa mère. Et alors, cette magnifique vidéo, c'est en boucle, c'est un gif animé, c'est ça qui est merveilleux. Donc, et je vais rester longtemps sur ces diapositives. Donc, l'hypothèse derrière ça, c'est que, en fait, ce comportement chez l'éléphanto, il est absolument pas aberrant. C'est quelque chose de crucial pour sa survie, puisque lui, il est en train de collecter des bactéries dans l'ampoule rectale de sa mère pour pouvoir ingérer de manière plus efficace ces aliments. En effet, les bactéries maternelles sont beaucoup plus efficaces pour puiser les nutriments de son alimentation. Et du coup, ce que réalise l'éléphanto, en fait, c'est une transplantation fécale, quelque chose qui existe d'ailleurs en tant que thérapie chez les humains. Et donc, bon, chez les éléphants, ça se passe comment? Ça se passe de l'anus de la mère vers la bouche de l'éléphanto. Moi, je vois pas pourquoi chez les chats, ça pourrait pas se passer de la bouche de la maman vers l'anus du chaton. Et du coup, on a la fin de mon hypothèse, c'est que ce comportement permet de tout simplement rendre les bactéries du chaton en meilleur état. Donc, on a fini avec mes hypothèses un petit peu tirées de mon cul. On va passer maintenant juste à la conclusion pour vous rappeler que toutes ces hypothèses ne sont que des conjectures. Même si elles ont l'air vachement pertinentes, même si elles ont l'air vachement logiques, même si elles ont l'air supra cool, ce ne sont que des conjectures. Et il y a un travail monumental maintenant à réaliser de recherche scientifique, de tests préliminaires, de recherche en laboratoire, de recherche dans le terrain pour essayer de valider cette hypothèse ou de la réfuter. Bah oui, parce que cette hypothèse, même si moi je la kiffe, elle peut être réfutée et ça reste pourtant la beauté de la science. Parce que la beauté de la science, c'est qu'on va se poser des questions what the fuck. On va tout faire dans notre possible pour dire je ne dis pas de conneries, je ne dis pas de conneries, je ne dis pas de conneries. S'il s'avère qu'on dit des conneries, c'est pas grave. S'il s'avère qu'on n'a pas dit de conneries, c'est tant mieux. Le plus important, c'est de se poser des questions. Alors bien sûr, moi j'invite n'importe qui à faire ce travail sauf moi. Et moi je suis juste content parce que je suis arrivé ici pour vous proposer toutes mes hypothèses strange and funky. Je vous remercie.